Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la dernière partie de la toxicodynamique et puis nous ferons une conclusion générale sur la toxicocinétique et toxicodynamique. Donc la dernière partie de la toxicodynamique là, va être consacrée au CMR et aux perturbateurs endocriniens. Alors tout d'abord, nous allons discuter un petit peu de ce qu'est une cellule cancéreuse. Nous avons ici une représentation des étapes de transformation d'une cellule normale du foie en cellule cancéreuse. Donc tout en haut, vous avez les différents facteurs de risque, par exemple des infections, par exemple des toxiques comme l'alcool, le tabac, des problématiques physiologiques comme l'obésité, des problématiques nutritionnelles comme par exemple une surcharge en fer. Bref, un ensemble de facteurs de risque qui peuvent engendrer la transformation du foie normal en une cirrhose, puis potentiellement un cancer du foie. Tout en bas, vous avez la représentation des cellules. Donc vous avez une cellule normale qui est représentée à gauche et puis qui va subir un certain nombre d'agressions. Et au final, ces agressions vont entraîner un certain nombre de mutations au niveau de la cellule et transformer la cellule normale en une cellule cancéreuse. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule? Donc, les agressions vont engendrer des anomalies, des anomalies de type mutation. Alors, classiquement, une cellule va avoir un système de contrôle qui va permettre de soit réparer les anomalies, soit d'entraîner la cellule vers l'apoptose. Donc, c'est ce qu'on retrouve à gauche du schéma. Le système fonctionnel avec tout à gauche des gènes altérés qui vont être réparés et une cellule normale qui se divise en deux cellules saines. Au milieu, un gène qui est trop altéré, qui ne peut pas être réparé et qui va entraîner au final la cellule vers l'apoptose, donc vers la destruction de la cellule. Et puis quand on a un système de contrôle qui n'est plus opérationnel, eh bien ce qui se produit, c'est que notre cellule va avoir des gènes qui sont altérés et on va avoir des cellules cancéreuses qui vont avoir accumulé ces altérations et qui vont devenir des cellules avec des, des propriétés un petit peu particulières qu'on va voir juste ensuite. Donc voici les 6 propriétés d'une cellule cancéreuse. En vert, première propriété, c'est que c'est une cellule qui ne cesse de se diviser. En marron, c'est une cellule qui a ses gènes suppresseurs de tumeurs qui sont non fonctionnels. En noir, ce sont des cellules qui n'adhèrent plus aux autres et qui vont pouvoir occasionner des métastases. En bleu, tout en bas, c'est l'immortalisation de ces cellules. En rouge, c'est l'activation de la production de vaisseaux sanguins, c'est-à-dire de l'angiogénèse, donc on va avoir des tissus extrêmement vascularisés. Et puis en gris, c'est l'inactivation de l'apoptose, donc des cellules au final qui sortent du programme de l'apoptose. Alors dans les produits chimiques, il y a des produits qu'il faut absolument repérer dans une entreprise dès le départ, ce sont les CMR, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. On fait une petite pause, vous allez lire cette page tout seul et puis je vais la commenter. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que les cancérogènes, les substances cancérogènes vont produire le cancer ou en augmenter la fréquence. Vous voyez, il y a une petite distinction ici entre les deux. Il y a 3 catégories de cancérogènes. La première catégorie, c'est une certitude. La deuxième catégorie, c'est une forte présomption. Et la troisième catégorie, c'est une catégorie préoccupante. Qu'est-ce qui varie d'une catégorie à une autre? C'est l'élément de preuve qui nous permet de faire le lien entre la molécule et le cancer. Alors, la première catégorie, on a des preuves épidémiologiques. Et puis, on peut avoir aussi d'autres résultats expérimentaux. La deuxième catégorie, on a des résultats qui sont essentiellement expérimentaux. Et la troisième catégorie, ce sont des substances qu'on appelle préoccupantes, avec 2 types de substances. Des substances qui ont été suffisamment étudiées, mais pour lesquelles on n'a pas de résultats qui nous permettent de la faire passer en deuxième catégorie. Donc, ce sont des substances qui vont rester en troisième catégorie, qui restent préoccupantes. On ne redescend jamais en catégorie. Et puis des substances qui ne sont pas encore suffisamment étudiées, mais pour lesquelles on a déjà un certain nombre d'éléments scientifiques qui nous préoccupent et qui laissent à penser qu'il y a un lien entre le produit et d'éventuels cancers. Alors vous ferez attention quand vous lirez des documents sur la toxicité de produits, vous ferez bien attention à
quel règlement on a pris en compte. Le règlement en fait CLP, on a nos trois catégories qui s'appellent 1A, 1B et 2. Avant, il y avait une autre façon de nommer ces catégories. On avait la catégorie 1, la catégorie 2 et la catégorie 3. Donc faites bien attention car vous constatez que dans la réglementation CLP, la catégorie 2, ce sont des substances préoccupantes. Alors que dans la directive, vous voyez que c'était des substances qu'on appelait catégorie 3 qui étaient ces substances préoccupantes. Donc faites bien attention à la référence réglementaire qui est prise dans le document que vous lirez. Ensuite, il y a les substances mutagènes. Donc de la même manière, vous lirez les définitions de A à Z. Moi, ce que je vais en retenir, c'est que les substances mutagènes, elles vont produire des défauts génétiques et vous retenez bien héréditaires. Héréditaires, donc ils vont se transmettre d'une génération à une autre ou augmenter la fréquence de ces défauts génétiques héréditaires. Alors, troisième type de substances qui font partie des CMR, c'est les toxiques pour la reproduction. Vous faites une pause, vous lisez l'ensemble, on en reparle ensuite. Troisième type de substances qui font partie des CMR, ce sont les toxiques pour la reproduction. Donc vous avez ici une définition classique avec la notion de substance et préparation, les voies d'entrée, inhalation, ingestion, pénétration cutanée, et puis on vous dit qu'elles peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables. Alors ici, c'est non héréditaire dans la progéniture, ou bien la deuxième chose, porter atteinte aux fonctions ou aux capacités reproductives. Donc on va avoir deux types d'effets, les effets sur la fertilité et les effets sur le développement. Effet sur la fertilité, eh bien, c'est l'ensemble des paramètres physiologiques qui permettent à une personne d'être fertile. Donc ça va de la libido jusqu'à la production d'ovules et de spermatozoïdes, la fécondation, bref, l'ensemble des éléments qui permettent cette fertilité. Et puis on a les effets sur le développement de l'embryon et du fœtus, donc euh, pendant la vie intra-utérine, mais aussi après la naissance, hein, puisqu'on peut avoir des effets qui se développent par la suite et qu'on observe par exemple à l'adolescence lors de la mise en place de tout ce qui est caractère physiologique sexuel secondaire, eh bien, on peut avoir des problématiques qui s'observent 15 ans après que la maman était au contact avec ce toxique. Il y a aussi la notion d'effet tératogène. Alors, la notion d'effet tératogène, ce sont des substances qui vont entraîner des malformations. Alors, ça peut être un membre qui est mal formé, par exemple un bras en moins, ça peut être une anomalie cardiaque, une anomalie du cerveau, bon bref, il y a un grand nombre d'effets tératogènes possibles. Donc les anomalies, on va pouvoir les constater jusqu'au développement complet de l'organisme jusqu'à l'âge adulte. Alors après les CMR, je voulais vous parler des perturbateurs endocriniens. Donc on fait référence bien entendu ici au système endocrine, c'est-à-dire aux hormones. Euh, une hormone est synthétisée, une hormone peut être transportée, une hormone va rentrer en interaction avec des récepteurs, la synthèse d'une hormone est régulée et son action est régulée. Et donc ici on se retrouve avec 4 points d'action potentielle d'un toxique. Donc reprenons ici un schéma de l'INRS. Vous avez donc une cellule qui est représentée avec à la surface de sa membrane des récepteurs. Les hormones sont représentées par les sphères rouges et puis les perturbateurs endocriniens sont représentés en bleu. Vous constatez ici que on peut avoir donc une compétition entre le toxique et puis le perturbateur endocrinien, qu'on peut avoir aussi des perturbateurs endocriniens qui vont bloquer au final les récepteurs. Donc on a des actions d'imitation d'hormones. Souvenez-vous, les hormones, je vous avais dit que c'était une clé, donc l'hormone qui allait rentrer en interaction avec une serrure, donc le récepteur, et donc la forme était extrêmement importante.
Donc ici, si notre perturbateur endocrinien a une forme qui ressemble à celle de l'hormone, on peut tout à fait avoir une imitation de ce perturbateur endocrinien en termes d'interaction avec le récepteur. Donc au final, les, les 5 modes d'action des perturbateurs endocriniens, c'est imiter l'action des hormones, c'est bloquer les récepteurs. Ça peut être aussi jouer sur le nombre de récepteurs. Ça peut être modifier la régulation hormonale. Et puis ça peut être une action sur la synthèse ou le transport des hormones. Et donc ici, je reprends un document de l'INRS. Vous avez donc tout en haut le développement d'un individu, embryon, fœtus, enfant, adolescent, adulte. Et puis à gauche, vous avez des cibles potentielles représentées ici, comme les gonades, glandes mammaires, des glandes endocrines, la différenciation sexuelle du cerveau, la descente des testicules, la prostate, ovaire, ovocyte, appareil reproducteur masculin, caractéristiques sexuelles secondaires masculines et féminines, et puis spermatogénèse. Et puis sont représentés ici les moments où des perturbateurs endocriniens peuvent agir sur ces cibles. Vous constatez que pendant les phases intra-utérines, eh bien, il y a énormément de risques liés aux perturbateurs endocriniens. Pendant l'enfance, ça va être donc une, euh, une seule cible, on va dire, c'est l'appareil reproducteur masculin. Et puis pendant l'adolescence, ben là, on retrouve des cibles aussi bien chez le garçon que chez la fille. Et puis à l'âge adulte, les problématiques sont sur la production d'ovaires et d'ovocytes et sur la spermatogénèse. Donc vous constatez que tout au long de la vie, on a une sensibilité à ces perturbateurs endocriniens et une sensibilité extrêmement forte euh, dans la vie intra-utérine et pendant l'adolescence. Bien, pour la conclusion générale, je vais vous fournir un certain nombre de documents qui pourront compléter les documents que vous avez pu réaliser en synthèse de ces supports. D'abord, je vous propose des documents qui proviennent d'un livre qui s'appelle Pharma Memo, ici sur le devenir d'un toxique, ici sur le métabolisme, donc fonctionnalisation pour eux, c'est la même chose que ce qu'on a utilisé nous avec le terme d'activation. Ici sur les méthodes d'évaluation de la toxicité d'un médicament ici, puisque c'est un livre de pharmacie. Puis je vous donne 3 représentations pour replacer la toxicologie et l'importance de la toxicologie, notamment en SST ici, avec d'abord une étude de poste, comprendre quels sont les produits, leur utilisation, la situation, euh, des connaissances en toxicologie que vous allez trouver dans les fiches toxico, FDS, auprès de partenaires comme l'INRS, INERIS et RSST, votre fournisseur. Vous devrez être capable à terme d'évaluer un risque, donc d'en comprendre la gravité, d'en comprendre la probabilité d'occurrence de l'événement non souhaité, par du mesurage, des valeurs limites, en comprenant la maîtrise, en ayant bien compris les notions d'additivité et de QM, et puis ensuite, vous retravaillerez là-dessus en deuxième année, vous irez sur la notion de maîtrise. Le partenaire privilégié ici, c'est bien entendu le médecin du travail. On pourrait faire les mêmes schémas pour la protection des populations avec toujours une étude des risques, produits, utilisation, situation et quelle est la population qui environne l'entreprise, des connaissances en toxicologie, la capacité d'évaluer, ici les valeurs limites ce seront les DSEL, DSEI, et puis toujours la notion de maîtrise. Et enfin, les pollutions et environnement, toujours on retrouve quatre éléments clés. L'étude des risques, toujours produit, utilisation, situation, et puis quel type de risque, risque au niveau donc pollution de l'eau, de l'air, des sols, connaissance toxicologique absolument fondamentale à avoir aussi. Pour l'évaluation, toujours être capable d'évaluer la gravité et la probabilité, et puis à nouveau des éléments de maîtrise qu'il faudra être capable d'observer ou de mettre en œuvre. Alors nous allons poursuivre, nous, sur un dernier chapitre sur la partie environnement. Et donc nous avons encore quelques moments à passer pour discuter de toxicologie de l'environnement et d'écotoxicologie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt.